28 février 1990 s'achevait la conférence des forces vives du Bénin. Pendant plus de 30 ans de vie démocratique, quel bilan succinct peut-on faire? Le commentaire de la rédaction dans ce journal. Distinction ce week-end de plusieurs autorités de la ville de Cotonou. C'est à l'occasion de la deuxième édition des retrouvailles de quelques cadres de la mairie de Cotonou. Les précisions dans un instant. Et puis hors du Bénin, l'offensive russe sur l'Ukraine qui résiste avec acharnement s'est poursuivie ce lundi au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Ce lundi 28 février, on se rappelle donc de la date du 28 février 1990 où s'achevait la conférence des forces vives du Bénin. Plus de 30 ans après la tenue d'une grande assise nationale au cours du premier trimestre de l'année 1990, du 19 au 28 février, les prémices d'un renouveau politique et idéologique ont été amorcées. Eh bien, pendant plus de 30 ans de vie démocratique au Bénin, quel bilan succinct peut-on faire? Le commentaire de la rédaction à ce propos et ça porte la signature de Hospice Yevimi. À la fin des années 80, la République populaire du Bénin, gouvernée par le commandant Mathieu Kérékou, connaît une situation économique et financière catastrophique. Cette situation contraint l'État béninois à signer en juin 1989 avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international son premier programme d'ajustement structurel. L'État en banqueroute n'est plus en mesure de payer ni les salaires ni les pensions des retraités. Tout le secteur public répond à cette crise par des mouvements de grève illimités, organisés par les étudiants et paralysant le pays tout entier. Dans ce contexte, le président Mathieu Kérékou, sous la pression des bailleurs de fonds, et convaincu de la nécessité d'un changement démocratique, annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion exceptionnelle des plus hautes instances politiques, l'abandon du parti unique, le marxisme-léninisme, et l'organisation début 1990 d'une conférence nationale des forces vives de la nation qui doit définir les fondements d'un ordre nouveau. La conférence nationale des forces vives de la nation se tient du 19 au 28 février 90 à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou sous la présidence du Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de la ville de Cotonou. Produit d'un consensus national, elle reste aux yeux des Béninois le moment fort de processus de transition. En effet, en une semaine, les 493 délégués de l'opposition et du pouvoir vont se mettre d'accord pour élaborer les fondements d'un ordre nouveau. La conférence suspend d'abord la constitution marxiste-léniniste de 1977 et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum en décembre 90. Elle restreint ensuite les pouvoirs du président de la République. Mathieu Kérékou est maintenu à son poste, mais perd la plupart de ses attributions. Dans le portefeuille de la défense, des organes de transition sont mis en place. Création d'un poste de Premier ministre confié à Nicéphore Soglo et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République. Nous n'avions pas le devoir de tricher avec le peuple, avec les masses populaires de nos villes et de nos campagnes. Nous ne sommes pas nouveaux. Tant que nous sommes, nous qui sommes dans cette salle, nous ne sommes pas des hommes nouveaux. Nous nous connaissons parfaitement. Alors, Monsieur le Président du Président, ce que vous avez dit est vrai. Le Dieu nous a aidés. Le Dieu vous a aidé à conduire jusqu'au confort des travaux de cette conférence. Mais vous nous enseignez également, puisque c'est son Église qui le dit, aide-toi le ciel est grave. Changement pour changement, règlement de compte pour règlement de compte, nous disons non. La conférence nationale a donc eu par les décisions prises à l'issue du processus inédit, une portée considérable sur l'avenir du pays. Elle a inauguré un nouveau régime, esquissé un nouveau système politique.
Et à la faveur des sorties officielles ou médiatiques du président Patrice Talon, Wilfrid Léandre Rungweji a identifié à travers discours et verbatim du chef de l'État des propos marquant le porte-parole du gouvernement, les a soigneusement compilés pour en faire un livre intitulé « Ainsi parle Patrice Talon ». Eh bien, son lancement a été fait ce week-end à Cotonou. Voici ici plus de précisions avec Romaric Dossa. Le livre Ainsi parle Patrice Talon, c'est un concentré de phrases ayant une certaine consonance, une certaine charge, tant pour les Béninois que pour l'étranger ou l'observateur. Ces phrases clés ne sont rien d'autre que celles dites à diverses occasions. 166 phrases constituent la trame ou l'ossature du livre. En y réfléchissant, en analysant son contenu sous différents angles, je ne peux que reprendre à mon compte ce qu'écrit l'auteur dans l'avant-propos. Il veut permettre au lecteur d'appréhender le chef de l'État sous son vrai jour, celui d'un homme porté par une soif inextinguible de réussir tout ce qu'il entreprend, d'un homme qui veut nous démontrer que l'impossible n'existe pas, sauf pour ceux qui en auront décidé ainsi. Et c'est cela, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est cela aussi la foi. Nous étions bien placés, mon équipe et moi, pour observer que le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'a pas pris l'habitude de dire les choses au hasard. Quand il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et le propos, il est profond. Il est parlant. Et nous avons envisagé très tôt, cela nous le faisions déjà, donc de ressortir les phrases marquantes qui essaiment ces prises de parole. Et ce sont elles, sur peut-être plus de 1000 au cours du quinquennat, que nous avons identifiées. Donc c'est un tri dans le tri déjà. Wilfrid Léandre Rungweji n'est pas à sa première publication. Il a à son compteur une demi-douzaine de livres, dont 2 coécrits. C'est donc à juste titre que la qualité du présent livre a été saluée par le gratin de personnalité. C'est une leçon pour nous tous, à travers nos propos, à travers nos écrits, à travers notre port, à travers notre comportement, et bien entendu, c'est notre personnalité que nous restituons. Et il a une mémoire d'éléphant, à tel enseigne que lorsqu'il vous promet, vous pensez qu'il a oublié. Au moment où il revient pour dire je te l'avais dit, c'est au moment où tu es peut-être dans le désespoir de croire que tu as été oublié. Les résultats aujourd'hui montrent que cette attitude de Patrice Talon était la meilleure pour notre développement. Dans leurs interventions, il ressort que ce livre est aussi le dévoilement de la personnalité de Patrice Talon, dont ils ont d'ailleurs vanté les qualités d'homme humble, de vérité, d'écoute et de rigueur. La séance de dédicace a mis un terme à la cérémonie. Et j'en parlais donc à l'entame de cette édition. Je parlais de la distinction ce week-end de plusieurs autorités de la ville de Cotonou. Et c'est à l'occasion de la 2e édition des retrouvailles de quelques cadres de la mairie de Cotonou. L'initiative se veut un creuset qui a pour objectif d'accompagner la municipalité à travers des commentaires constructifs et objectifs. Regardez. Fête de retrouvailles pas comme les autres. Ils sont tous fonctionnaires à la mairie de Cotonou. Réunis au sein de Creuser, dénommé La Voix de Cotonou, ils célèbrent la 2e édition de l'initiative. La particularité cette année, le maire de la commune de Cotonou, Luc Seton-Yatroko, et plusieurs d'autres personnalités politico-administratives sont distingués pour leurs efforts au service de la commune. Nous avons distingué le maire de la ville de Cotonou pour ses nombreux efforts fournis pour redorer la ville. Il y a aussi le prix de l'assainissement de la ville qui est décerné au 2e adjoint au maire, M. Gatien Adjaboni. Nous avons distingué également l'honorable, l'élu de la 16e circonscription électorale, Chantal Ayi, pour tout ce qu'elle fait pour
les couches sociales. Il y a aussi le conseiller municipal Léopold Penou qu'on a eu à distinguer pour qu'il ne cesse d'accompagner la jeunesse de Cotonou. Je voudrais aussi, par votre canal, remercier le maire de la ville de Cotonou et le chef de l'État pour tous les efforts qui ne cessent de mener pour changer le visage de notre ville. Une occasion pour les autorités de réaffirmer leur engagement et détermination à la tâche, celle de continuer à s'investir davantage pour changer le visage de la ville économique du Bénin. C'est ça le Bénin, c'est ça Cotonou. Et à chaque moment, il faudrait que nous nous donnons réellement la main pour pouvoir vivre des instants de bonheur, de joie, pour que Cotonou soit toujours gagnant. Nous sommes les administrés de la ville de Cotonou. Et à ce titre, nous souhaiterions bien être présents de toutes les façons, de toutes nos énergies. Et en synergie de réflexion et d'action, nous souhaiterions être présents partout où la raison Cotonou est en jeu. Nous avons Cotonou en partage, particulièrement, et le Bénin plus généralement. Nous, mon conseil municipal de Cotonou, l'initiative a pour objectif principal d'accompagner la municipalité de Cotonou à travers des relais d'information. Les membres discutent également des sujets d'actualité. Le prix du gaz et de l'essence ont connu une hausse depuis quelques jours. Vous le savez, une situation qui inquiète la population béninoise et ne leur facilite guère la tâche. Conducteurs de taxis, motos et citoyens sont alarmés et subissent les répercussions de cette flambée de prix de produits pétroliers. Ils espèrent tous donc une baisse du prix de ces produits pour un retour à la normale. Les produits pétroliers, gaz, essence et bien d'autres sont en hausse de prix depuis un bon moment au Bénin. La population béninoise en souffre et cette situation impacte négativement leur activité. Bon, vraiment, essence c'est cher. C'était avant, c'est à 350. Donc actuellement, il y a certains qui vendent à 600, il y a certains qui vendent à 500. Mais ça ne nous arrange pas. Oui, c'est avec désarroi que nous constatons la flambée des prix des produits pétroliers. Cette flambée des prix qu'on a constatée, c'est avec une grande désolation. Moi, j'ai été franchement surpris. J'étais allé pour payer le gaz. Quand on m'a dit c'est allé jusqu'à 4 000 francs pour une première fois. Depuis des années, on n'a plus payé le gaz à 4 000. Lorsque ces prix augmentent comme ça, ça impacte négativement tout le système économique des gaz domestiques que nous utilisons. Où la grande bouteille qui était à moins de 7 500 est passée à 8 500. Quand vous prenez les pays sahéliens, le Niger et le Burkina, mais nous qui sommes un pays côtier, le gaz coûte plus cher chez nous que dans ces pays sahéliens. Quelqu'un qui prenait peut-être de l'essence à 500 francs et qui va à la station, on dit 545, bon, ça va l'étonner. Mais s'il a besoin du carburant pour faire ce business, il est obligé d'acheter. Ce qui est sûr, ça aura d'impact sur le budget qu'il a alloué au fonctionnement du véhicule ou bien quelque chose qui nécessite l'utilisation du carburant, c'est tout. Les Béninois lancent un appel au gouvernement pour trouver une solution à ce problème tout en proposant des résolutions. On invite vraiment le gouvernement à essayer de revoir de tous les moyens les cartes, parce que la vie devient extrêmement chère à tout le monde. Comment vivre, c'est très difficile. Vous voyez déjà ce qui se passe dans le système informel, par exemple, où l'essence est partie jusqu'à 600 francs. Oui, ça devrait normalement, le gouvernement devrait mettre une politique en place pour contenir cette hausse au niveau de la rue et baisser le prix au niveau du système formel, au niveau des stations. Mais force a été de constater que même au niveau des stations, le prix a augmenté. Qu'est-ce qui explique cela? Et le gouvernement, si le gouvernement
tient à lutter contre la vente illicite des produits pétroliers, c'est qu'au niveau des stations, le prix doit diminuer, doit s'abaisser. Si l'État a subventionné, c'est que l'État injecte une partie dans l'achat et ça permet aux stations de revoir parce que c'est des commerçants. Donc, si le prix a augmenté à l'achat, à la vente, forcément, il faut que la différence là-bas soit répercutée sur la vente, c'est tout. Que les autorités puissent mettre vraiment une politique publique idoine en place pour que les prix des produits pétroliers, tout ce qui est lié aux produits pétroliers, liés gaz et autres là, les prix soient revus à la baisse. Cette flambée de prix de ces produits n'avantage aucun secteur. Tous en subissent les répercussions. Merci à Olive Biao pour ce reportage. Parlons à présent des vidéos pornographiques, des scènes sexuelles. Les jeunes et même les plus matures n'ont plus froid aux yeux de les produire et pire, les exposer sur la toile. Des dérives sexuelles qui prennent de plus en plus d'ampleur, si bien que l'on se questionne sur les réelles motivations de leurs auteurs. Et cette exhibition ne manque pas cependant de conséquences sur les concernés, sur leur environnement. Voici le reportage à cet effet. Comme des iPhones, les vidéos sont cachées. Nos vidéos on cache toute vidéo. Venez me draguer! Je ne suis pas cher. Un coup, 50 francs. Je m'en fous de toi. Tu me suis, c'est ça que je manque. Et ouais, non, quoi. Autant de déviances sexuelles observées sur la toile de nos jours et qui s'accentuent de plus en plus dans le rang des jeunes filles et jeunes hommes. Les raisons évoquées pour justifier le fait ont trait au mimétisme, à la démission des parents et à une inconscience accrue, entre autres. Le psychologue pense qu'il y a forcément une faille dans l'éducation quelque part lorsqu'il observe ces dérives sur la toile. C'est déplorable parce que cette situation présage du devenir de notre monde quand nos enfants, quand nos jeunes se versent dans des comportements qui touchent à l'éthique, qui touchent aussi à leur humanité. Cela nous présage d'un avenir un peu sombre dans ce sens. Je disais tout à l'heure que dès qu'on a ce phénomène-là, c'est qu'il y a une faille dans l'éducation. Il y a un problème dans l'éducation. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit cette exhibition, cette image de soi, c'est-à-dire le fait de se faire montrer, vous allez voir aujourd'hui les TikTok. Les TikTok qui est un réseau social qui prend de l'ampleur. Les questionner de certains jeunes, c'est des violences pour leur esprit. C'est-à-dire, il navigue simplement, il tombe sur l'image et il trouve que c'est attrayant. Et soit il quitte, ou soit il continue par regarder. Et quand on continue par regarder, il y a cette excitation que provoque l'image. Cette excitation crée une certaine dépendance parce que l'excitation active le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Ton enfant est attiré, le jeune est attiré, un peu comme l'adulte aussi est attiré par cette sensation, cette stimulation, cette émotion forte que génère la vue de ces images-là, qui fait que la personne continue à regarder et une dépendance se crée. Des conséquences fâcheuses autant sur les concernés que sur leurs proches ou leur environnement. Doit-on... Même revenons d'abord au niveau des jeunes qui s'adonnent aux images. Les conséquences, c'est d'abord au niveau de son image qui n'est pas, sa vie privée qui n'est pas respectée. Il est en train de dévoiler sa vie privée. Ce qui va faire que cela peut l'empêcher demain à postuler à des postes donnés.
quand tu te mets à nu sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des postes de responsabilité que tu ne peux pas accéder. Parce qu'un recruteur qui te voit nu sur TikTok ne peut pas te mettre responsable quelque part. Il ne peut pas te mettre responsable quelque part. Donc, du coup, c'est que tu te prives de certaines chances. Il y a ça qui est en jeu. Il y a aussi le fait que tu te déshumanises. C'est-à-dire ta dignité, la dignité humaine prend un coup. Et aussi tu frises à l'éthique. Se livrer à la mode sans appel à sa jugeote, les jeunes ne doivent-ils pas plus réfléchir à leur avenir en posant des actes plus consciencieux? Autant de questions que doivent se poser la jeune génération. Information hors de nos frontières à présent à l'international. L'actualité brûlante, c'est l'Ukraine et la Russie. L'Union européenne suit de près l'afflux massif de réfugiés ukrainiens dans les pays frontaliers. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie de Vladimir Poutine ont afflué depuis ce jeudi dans des pays frontaliers selon les autorités de ces pays d'accueil. Les précisions. La guerre en Ukraine va-t-elle se transformer en une grande crise humanitaire sur le continent européen? Quelques 368 000 réfugiés ont déjà fui l'Ukraine pour se rendre dans les pays voisins et ce nombre continue à augmenter selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. L'Union européenne suit de près cette question. En ce qui concerne la situation humanitaire dans son ensemble, on prévoit actuellement que le nombre d'Ukrainiens déplacés atteigne les 7 millions. Et dans le pire des cas, si cette guerre d'agression se poursuit, ils se retrouveront dans un besoin urgent d'aide humanitaire. La Commission européenne a vivement conseillé aux États membres de réduire les formalités administratives pour les citoyens ukrainiens qui fuient la guerre pour se mettre en sécurité. Les 27 États membres de l'Union ont décidé d'accepter les réfugiés ukrainiens sans demande d'asile. Cette politique de porte ouverte doit rester en vigueur pendant 3 ans maximum. Bruxelles va également débloquer des fonds pour soutenir les pays qui se trouvent en première ligne face à cette crise, comme la Pologne, qui a déjà accueilli près de 200 000 personnes depuis jeudi dernier. Outre Varsovie, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie ont également ouvert leurs frontières pour laisser entrer ceux qui tentent d'échapper au bombardement russe. Et quant à l'offensive russe sur l'Ukraine, il faut dire qu'elle résiste avec acharnement. C'est poursuivi donc ce lundi au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, à laquelle les Européens ont répliqué en promettant de fournir des armes à Kiev. Les Ukrainiens ont passé une nouvelle nuit sous la menace des frappes aériennes, la 4e depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi dernier. Nombre d'entre eux ont passé la nuit de dimanche à lundi dans des abris souterrains, des caves ou dans le métro. Le président Zelensky a prévenu dimanche soir que les prochaines 24 heures dans la capitale seront cruciales. Alors que les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle de Kharkiv, 2e ville du pays, l'annonce de pourparlers russo-ukrainiens font planer l'espoir, bien que faible, d'une éventuelle trêve. Face à la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, Bruxelles a annoncé ce week-end fermer l'ensemble de l'espace aérien de l'Union européenne à tous les avions russes et débloquer 450 millions d'euros pour financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine qui pour l'instant fait état de quelques 200 civils tués et plusieurs dizaines de militaires morts au combat. Ce dimanche, l'armée russe a pour la première fois reconnu des pertes humaines de son côté sans les chiffrer. Ce lundi, l'Assemblée générale des Nations unies doit se réunir en session extraordinaire d'urgence pour que ses 193 membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Ce lundi toujours, la France doit porter devant le Conseil de sécurité une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine. Et puis la Roumanie, elle accueille les réfugiés ukrainiens, pays frontalier de l'Ukraine. Elle s'attendait à un afflux de réfugiés en cas d'invasion. Plusieurs estimations ont été faites pour accueillir plus de 500 000 réfugiés. C'est le chiffre pour lequel nous sommes préparés. Déclaration du ministre de la Défense, Vasil Dankou, aux journalistes. Nous voici ici ses propos à travers ce compte-rendu. Des milliers d'Ukrainiens traversent la frontière sud-ouest pour trouver refuge en Roumanie. Parmi eux, de nombreuses familles angoissées et épuisées après avoir été contraintes de fuir les combats pour se mettre en lieu sûr. Dans la ville roumaine de Siret, ils reçoivent l'aide des autorités locales, de bénévoles, d'habitants et parfois retrouvent des proches dans la région. Vassili a la double nationalité. Il a quitté l'Ukraine pour mettre sa famille à l'abri en Allemagne, avant de faire demi-tour pour rentrer au pays et résister. Je suis parti depuis 3 jours. Ma femme m'appelle régulièrement pour savoir où je suis et quand je rentre. Elle m'attend à la maison. Après s'être assurés d'avoir mis leur famille en sécurité, de nombreux hommes ukrainiens font le choix de retourner combattre les troupes russes. Pour les familles, rester en Ukraine était devenu trop risqué, comme l'explique ce réfugié. Partout, c'est dangereux. 2 ou 3 roquettes peuvent arriver la nuit et tuer des enfants. Mon plus jeune a 6 ans. J'ai 7 enfants. Je ne peux pas les cacher. Dès le matin, nous avons entendu des explosions et nous avons pensé que quelque chose de grave allait se produire et nous avons quitté Kiev. Nous sommes de Géorgie et nous allons être transférés là-bas d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. La plupart des réfugiés se rendent vers l'ouest, en Pologne, en Allemagne ou en Italie. D'autres choisissent des hébergements sur place. Des hôtels ou des maisons leur sont mis à disposition gratuitement. On a des sandwichs, de l'eau, du lait, du poulet. Est-ce que c'est assez pour les réfugiés ? Jusqu'à présent, il y a assez pour tout le monde. La distance entre la frontière roumano-ukrainienne et Kiev n'est que de 500 km, explique notre correspondant. Et on revient donc sur le continent africain, direction le Burkina Faso, où la junte au pouvoir affirme ne pas pouvoir donner une durée fixe à la transition pour le moment aux commandes du pays depuis le coup d'État militaire du 24 janvier dernier. La junte, qui se fait appeler le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a répondu à la proposition de retour à l'ordre constitutionnel dans 3 mois, en avançant que le pays devra atteindre un certain niveau de force avant que cela ne soit possible. Les images. La junte militaire burkinabé ne peut pas donner une durée fixe à la transition pour le moment. Aux commandes du pays depuis le coup d'État militaire du 24 janvier dernier, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration n'envisage pas de retour à l'ordre constitutionnel en 30 mois tant que le pays n'aura pas atteint un certain niveau de force. 2 ans n'est pas une durée figée. 2 ans requièrent un certain nombre de préalables. Nous ne débutons pas la lutte contre le terrorisme à partir du 24 janvier 2022, bien entendu. Nous sommes dans cette lutte depuis bien longtemps. Les acquis, nous allons les renforcer. Les lacunes et les gaps, nous allons les combler, mais avec toutes les forces. La commission, créée par la junte elle-même lors de sa prise du pouvoir, a proposé cette période de transition de 30 mois, ainsi que la mise en place d'un gouvernement et d'un corps législatif réduit, composé de 15 membres, dont des experts juridiques, des sociologues, des économistes et des officiers militaires. Elle est dirigée par Mariam Ouattara. Nous aurons progressivement atteint une certaine montée en puissance, nous pourrons garantir que les pans de notre territoire qui sont occupés par l'adversaire seront donc réoccupés et reconquis afin de permettre aux populations déplacées de revenir sur leur terrain. Mercredi, la commission a rendu son rapport au chef de la junte et chef de l'État intérimaire, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce dossier n'a pas encore été rendu public.
Et en Éthiopie, pour finir, des attaques sans précédent contre les réfugiés érythréens. La scène est devenue comme dans une Éthiopie ravagée par la guerre. Des milliers de réfugiés érythréens, choqués, séparés de leurs proches et fuyant à pied les tirs d'artillerie et d'armes à feu. Beral est une ville située dans la région de l'Afar au nord de l'Éthiopie. Ici vivent des milliers de réfugiés érythréens dans des camps. Certains sont dans le pays depuis plus de 20 ans. Pour eux, l'Éthiopie était un lieu sûr jusqu'à ce qu'éclate la guerre au Tigré. Depuis, certains d'entre eux, comme Djamila, jeune maman, se sentent complètement perdus. Je n'ai ni famille, ni argent, ni quoi que ce soit entre les mains. Je viens d'avoir ce petit enfant et je m'occupe de lui. Je suis une femme qui allaite. Je reste assise ici et mon enfant est un nourrisson. Mais il n'y a pas d'assainissement, pas d'hygiène. Nous souffrons du manque d'eau et de nourriture, nous ne faisons que prier Dieu. Début février, un camp de réfugiés érythréens a été attaqué, au moins 5 personnes ont été tuées et des femmes ont été kidnappées. Pendant 3 jours, nous n'avons pas eu la moindre nourriture ni eau. Mais parce que nous avions peur, nous n'avons même pas pensé à cela. Depuis ces attaques répétées qui ont fait fuir les réfugiés érythréens et les ont éparpillés dans la région, sur les 34 000 réfugiés enregistrés dans et autour de Beral, moins de la moitié ont pu être comptabilisés selon le HCR. L'Éthiopie dit prévoir de les héberger sur un site temporaire, mais ailleurs dans le pays, l'assistance prend du temps. Et voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci de rester en notre compagnie pour la suite de nos programmes.